Merci beaucoup. Je suis ravie d'être ici. Merci beaucoup pour l'invitation. Et en effet, c'est comme ça a été très bien dit. Cette anthologie d'écrits d'artistes sur l'économie, elle émerge vraiment de mon travail et de la manière dont j'ai essayé de réfléchir au rapport entre art et économie. Et donc, ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'est à la fois de vous présenter... Pardon. Merci. Voilà, j'espère que ça va mieux. Donc, ce que je voulais faire, c'était vous présenter cette anthologie, son contenu, mais aussi la fabrique de ce livre et disons les choix qui ont présidé en fait à la sélection des textes, à la décision de traduire ou d'extraire certains textes. Et voilà, je serais très heureuse d'en parler avec vous dans la deuxième partie de la séance, parce que je crois qu'il y aura vraiment du temps pour les questions, les discussions. Et pour vous donner un tout petit peu de contexte sur... est-ce que ça va marcher ? Oui. Pour donner un tout petit peu de contexte sur la naissance de ce livre, en effet, comme l'a dit Mathieu, il a vraiment émergé de mon ouvrage précédent, L'économie à l'épreuve de l'art. Moi, j'avais reçu une formation en économie et en finance avant de faire de l'histoire de l'art. Et ça m'intéressait de travailler à l'intersection de ces deux domaines. Mais quand on pense en fait intersection entre art et économie, on pense généralement études du marché de l'art, qualitative, quantitative du marché. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était un petit peu différent. C'était de comprendre comment des savoirs économiques pouvaient se construire bien loin de ce que les économistes considéraient comme tel. Comprendre, en fait, pourquoi et comment des non-économistes pouvaient avoir des choses intéressantes et importantes à dire sur l'économie. Et donc, plutôt que de considérer dans mon livre l'art et l'artiste comme des objets finalement assez passifs sur lesquels des contraintes économiques s'exerceraient, des objets qu'on achète, qu'on vend, qui circulent, mais qui finalement subissent le jeu de l'économie sans agir sur lui. Plutôt que de faire ça, l'idée, c'était au contraire de retrouver la capacité d'action de l'art et des artistes pour penser ce système dans lequel ils sont insérés, le critiquer, agir sur l'économie qui gouverne leur circulation. L'idée, c'était de montrer que les artistes sont souvent très lucides sur le contexte économique dans lequel ils et elles travaillent et qu'ils et elles peuvent, à travers des œuvres plastiques, porter un nouveau regard, non seulement sur l'économie de l'art, mais sur l'économie en général. Et cette montée en généralité, en fait, de l'art, de l'économie artistique vers l'économie générale, vous allez voir que c'est quelque chose que j'ai essayé de rechercher, en fait, tout au long de l'élaboration de cet ouvrage. Donc, pour le dire très simplement, il s'agissait non pas de porter un regard d'économiste sur l'art, mais un regard d'artiste sur l'économie et de voir ce que ça pouvait transformer. Donc, comme ça a été dit, le livre, il est composé de 4 parties. Une première où je me suis intéressée aux questions de valeur à travers l'exemple assez célèbre d'Yves Klein qui échangeait ses œuvres contre de l'or, à travers celui de Pino Galizio qui appartenait à l'international situationniste et qui vendait sa peinture abstraite au maître. Il appelait ça sa peinture industrielle. La deuxième partie, elle est consacrée effectivement à la monnaie. Et l'idée, c'était de regarder à nouveau frais en fait ces représentations de billets, en essayant de comprendre comment leur signification n'est pas simplement liée à l'argent en général, mais en fait à un moment très particulier de l'histoire monétaire. Donc typiquement ici Warhol qui représente des billets qui sont des silver certificates, c'est-à-dire des certificats fondés sur l'argent, sur le métal argent, à une époque où précisément en fait la diminution des réserves en argent à la Fed menaçait en fait ce lien entre monnaie métallique, enfin argent métallique et monnaie fiduciaire.
Ça a été un peu le même type de raisonnement sur ces billets de nouveaux francs réalisés par l'artiste états-unien Larry Rivers à Paris au moment en fait du changement de monnaie de l'ancien au nouveau franc, avec une réflexion sur les questions d'inflation, sur la capacité des zéros à apparaître et disparaître sur les billets. Et c'était intéressant que tout ce travail a été publié au moment du retour de l'inflation en Europe, une inflation qu'on avait assez peu connue en fait pendant les décennies précédentes. Et tout d'un coup, c'est devenu plus clair pour tout le monde à quel point l'inflation n'était pas simplement une question technique, mais est quelque chose qui est qui c'est vraiment l'économie vécue et c'est un concept en fait assez présent dans la vie de tout le monde. Ça l'était à la fin des années 50, dans les années 60, et ça l'est redevenu aujourd'hui. Le troisième chapitre portait sur les marchés financiers l'idée c'était de montrer que à une époque où les économistes commençaient à montrer graphique à l'appui que l'art était devenu un domaine d'investissement, donc un domaine propre à la finance, et bien symétriquement en quelque sorte les artistes s'appropriait le domaine de la finance, non seulement son vocabulaire visuel, mais aussi ses arcanes, ses infrastructures, allant jusqu'à faire de l'investissement en bourse une œuvre d'art à part entière, à travers des systèmes d'investissement artistique ou d'actionnariat artistique. Et puis le dernier chapitre, il portait sur la question du commerce, de l'échange, de la circulation à travers le mail art de Ray Johnson d'un côté, et puis de l'autre côté, pour terminer, à travers le travail de Marcel Brothers qui avait doté son musée d'art moderne, son musée imaginaire, son musée œuvre, il l'avait doté d'une section financière. Et donc l'idée, c'est de retrouver un petit peu le type de commerce qui se fait dans ce musée d'artistes. Donc voilà, ce bref aperçu de mon livre permet de comprendre un petit peu ce qui m'intéressait à ce moment-là et les raisons pour lesquelles j'ai eu envie de réunir un certain nombre de textes dans cette anthologie. Donc finalement, l'anthologie, elle participait du même désir que le livre précédent, qui était de montrer que des savoirs économiques existent au-delà des frontières de l'économie disciplinaire telle qu'on l'entend habituellement. Montrer que les artistes peuvent avoir un regard très fin, très informé sur l'économie de leur temps, qu'ils participent de l'élaboration de savoirs alternatifs sur l'économie. Mais là, l'idée, c'était de le montrer spécifiquement à partir de textes et pas à partir d'œuvres d'art, comme ça avait été le cas dans le premier livre. Et donc un enjeu sur lequel on a travaillé avec les éditeurs, c'était de se focaliser vraiment sur la question du texte. Donc c'est un livre sans images, c'est un livre qui est vraiment lié à des artistes dont l'écriture n'est pas le médium de prédilection, mais qui vont néanmoins s'approprier ce médium de l'écriture et faire œuvre par écrit. Donc c'était ça que j'essayais de capturer. Et ce qui n'est pas évident, vous allez voir, parce que dans bien des cas, en fait, le texte s'articulait à des œuvres plastiques. Et donc c'est aussi un enjeu que de ressaisir ces contributions comme des textes. Alors, un point de départ pour moi qui m'a donné envie de réunir ces écrits, c'est un texte qui n'est pas dans l'anthologie, qui à bien des égards est un peu différent, mais qui représentait pour moi ce que j'avais envie d'attraper en fait dans cette anthologie, le type d'objet écrit que j'avais envie d'attraper. En 1729, Jonathan Swift est un écrivain déjà reconnu pour certains de ses textes, et notamment pour les voyages de Gulliver, qui sont aujourd'hui encore évidemment très, très célèbres. Et il publie un court essai intitulé « Une modeste proposition pour empêcher les enfants des pauvres en Irlande d'être à la charge de leurs parents et de leur pays pour les rendre utiles au public ».
Donc c'est un essai qui se donne un objectif très ambitieux, qui est de résoudre ce qui est à l'époque l'un des problèmes les plus délicats du point de vue politique, social et économique dans la Grande-Bretagne de son temps, qui est l'extrême pauvreté en Irlande. Alors colonie de l'Empire britannique, parmi les moins développées économiquement. Donc Swift s'inspire librement de ce qu'on appelait à l'époque l'arithmétique politique, celle d'économistes comme William Petty, par exemple, qui se donnait pour objectif de résoudre des problèmes économiques et sociaux par des moyens scientifiques et spécifiquement par des moyens mathématiques, par le moyen de calcul rationnel, en fait, qui allait permettre de résoudre des problèmes politiques. Donc c'est l'ambition que se donne d'emblée Jonathan Swift dans le début de son texte. Il écrit: pour ma part, j'ai consacré plusieurs années à réfléchir à ce sujet capital, à examiner avec attention les différents projets des autres penseurs, et j'y ai toujours trouvé de grossières erreurs de calcul. Donc, c'est vraiment un problème de calcul. Alors, il poursuit en livrant ses propres calculs. Voilà ce qu'il écrit. Étant généralement admis que la population de ce royaume s'élève à 1,5 million d'âmes, je déduis qu'il y a environ 200 000 couples dont la femme est reproductrice, chiffre duquel je retranche environ 30 000 couples qui sont capables de subvenir aux besoins de leurs enfants, bien que je craigne qu'il y en ait guère autant, compte tenu de la détresse actuelle du royaume. Mais cela posé, il nous reste 170 000 reproductrices. J'en retranche encore 50 000 pour tenir compte des fausses couches ou des enfants qui meurent de maladies ou d'accidents au cours de la première année. Il reste donc 120 000 enfants nés chaque année de parents pauvres. Comment élever et assurer l'avenir de ces multitudes? Telle est donc la question. Swift en arrive donc à proposer, très humblement, dit-il, sa propre solution. Il écrit « Un Américain très avisé que j'ai connu à Londres m'a assuré qu'un jeune enfant en bonne santé et bien nourri constitue à l'âge d'1 an un mets délicieux, nutritif et sain, qu'il soit cuit en daube, au pot, rôti à la broche ou au four. Et j'ai tout lieu de croire qu'il s'accommode aussi bien en fricassé ou en ragoût. » Donc, quelle est la solution qui se poursuit dans le pamphlet en énumérant chiffres à l'appui tous les bénéfices promis par le développement d'un nouveau secteur industriel, l'élevage et la transformation des enfants de pauvres en pièces de boucher offerts donc aux riches pour la consommation. Donc Swift explique que la chair de nourrisson, non seulement la chair peut être consommée avec beaucoup de plaisir, mais la peau aussi pourrait être exploitée pour fournir, explique des gants pour dames et des bottes d'été pour les messieurs raffinés. Et il explique que cette proposition sera profitable à tous, donc notamment aux riches qui vont pouvoir consommer cette chair et ses dérivés, mais aussi aux mères pauvres qui, explique-t-il, je le cite, feront un bénéfice net de 8 shillings et seront aptes au travail jusqu'à ce qu'elles produisent un autre enfant. Et ce projet sera particulièrement attractif pour les riches propriétaires qui, donc je cite encore, ayant déjà sucé la moelle des pères, semblent les mieux qualifiés pour manger la chair des enfants. En conclusion, Swift ne manque pas de préciser qu'en bon économiste, sa proposition relève du désintéressement scientifique le plus objectif et ne saurait être entachée par d'autres considérations que l'intérêt général. Donc il écrit « D'un cœur sincère, j'affirme n'avoir pas le moindre intérêt personnel à tenter de promouvoir cette œuvre nécessaire. Je n'ai pour seule motivation que le bien de mon pays. Je ne cherche qu'à développer notre commerce, à assurer le bien-être de nos enfants, à soulager les pauvres et à procurer un peu d'agrément aux riches. Je n'ai pas d'enfant dont la vente puisse me rapporter le moindre penny. Le plus jeune a 9 ans et ma femme a passé l'âge d'être mère. » Donc son objectivité ne saurait être évidemment remise en question. Donc ce texte, une espèce d'ironie cinglante, est celui qui m'a inspirée parce que c'était l'exemple même d'un artiste qui prend la plume pour
élucider des problèmes, ou prétendre en tout cas élucider les problèmes que les économistes de son temps n'ont pas su résoudre, et qui pour cela se saisit des armes même utilisées par les économistes. Donc ici, l'arithmétique politique, utiliser leur manière d'écrire, utiliser leur raisonnement, utiliser leurs références théoriques. Et c'est ça, en fait, qui m'intéressait et qui constitue, en quelque sorte, le centre de gravité des textes que j'ai sélectionnés. Alors, le pamphlet de Jonathan Swift est évidemment satirique. Ce n'est pas le cas de la plupart des textes que j'ai sélectionnés. Au contraire, la plupart sont très sérieux. Ça m'intéressait de contraster en fait ce recul ironique de Swift avec le premier degré assumé de beaucoup des artistes qui écrivent sur l'économie. Swift jugeait à la fin de son texte, il écrivait les avantages de ma proposition sont nombreux et évidents, ils sont de la plus haute importance, et il adopte en fait cette posture de conviction et d'emporter l'adhésion. Les artistes sur lesquels j'ai travaillé manifestent cette même conviction en fait, de parvenir à remporter l'adhésion la plus générale, y compris sur des propositions assez radicales. Et c'est ça qui m'intéressait aussi, en fait, ce rapport à la sincérité, en fait, à la capacité de gagner l'adhésion de tous et toutes. Donc autant le dire, là où Swift intitulait son ouvrage « Une modeste proposition », la manière dont j'ai repris cette expression dans le titre ou sous-titre, comme on veut, de l'anthologie, de modeste proposition, elle est là aussi un petit peu ironique, parce qu'en fait, les propositions faites par les artistes de l'anthologie sont en général tout sauf modestes et au contraire prétendent en fait, offrir des solutions révolutionnaires à appliquer d'emblée. Alors, la gageure en fait, de l'anthologie, c'était de réunir ensemble des textes qui ont des natures, des formats qui sont extrêmement différents, et de trouver un angle conceptuel qui permette de les réunir de manière intéressante. La question, c'était finalement quel genre de texte est-ce ces écrits d'artistes sur l'économie. Le genre que j'ai voulu retenir, c'est l'idée du traité d'économie écrit par les artistes. Qu'est-ce que c'est qu'un traité ? Un traité, c'est défini de manière générale, c'est un texte, un ouvrage dans lequel on traite d'un art, d'une science, d'une matière particulière, de façon didactique, systématique et souvent prescriptive. Le traité contribue aussi en fait à circonscrire une discipline, à en fixer les bornes et à organiser l'enseignement, la formation, l'institutionnalisation en fait de ce champ de savoir. Les artistes sont depuis très longtemps familiers de ce type d'écrit, des traités, de l'écriture des traités, puisque de nombreux traités de peinture, par exemple, ont été écrits par des artistes. Mais ce qui m'intéressait ici, c'était d'imaginer des traités écrits par les artistes qui porteraient non pas sur un domaine de spécialité artistique, mais sur quelque chose un domaine qui peut paraître le plus diamétralement opposé à cela, qui serait l'économie. L'idée, c'était de réunir ces objets textuels assez différents sous l'égide de ce que serait un traité d'économie écrit par un ou une artiste. Alors évidemment, ça peut se discuter. Certains des textes qui sont dans l'anthologie prennent effectivement la forme de traités et se présentent vraiment comme tels. Donc c'est le cas des deux que vous voyez ici à l'écran, la critique de la politique économique d'Asger Jorn, qui est paru en 1960, et la théorie nucléaire de la monnaie et de la banque d'Isidore Isou, qui est paru en 1966. Donc dans les deux cas,
les auteurs ont choisi volontairement de se placer dans cette lignée du traité d'économie. Mais quand on regarde les autres textes de l'anthologie, c'est beaucoup plus hétérogène. Le texte dont je reparlerai de Charlotte Posnanski et Burkhard Brun relève plutôt de l'ouvrage académique, traité académique. Mais on a aussi des fragments de discours qui sont restés à un état largement oral ou de brouillon, comme c'est le cas pour l'extrait que j'ai choisi pour Yves Klein. Le texte que j'ai choisi, qui représente dans le volume l'approche économique, la théorie économique de Robert Filiou, c'est quelque chose qui était la retranscription d'entretiens et de séances en fait orales, là aussi. Pour Wage, j'ai choisi une lettre ouverte qui a été circulée numériquement. Donc c'est vraiment des formats extrêmement différents, des degrés d'achèvement différents, des ambitions différentes. Un certain nombre de ces textes peuvent être assimilés au genre du manifeste artistique. C'est le cas de celui de Mirle Laderman-Nukeles, qui est traduit pour la première fois dans le livre. C'est le cas aussi du texte de Louise Kamitzer, auquel il a été fait allusion. Et comme je le disais tout à l'heure, un des principaux enjeux, c'était l'entremêlement, pour certains de ces textes, entre une pratique d'écriture et une pratique plastique. Avec à certains moments une forme vraiment d'imbrication. Donc par exemple dans l'anthologie on publie un texte d'Öyvind Falström, l'artiste suédois, qui présente ses postulats fondamentaux de l'économie. Et il faut savoir que la première apparition en fait de ces postulats, c'est sous la forme, comme vous voyez, de fragments de textes qui sont utilisés pour une œuvre d'art, en fait plusieurs œuvres d'art en réalité, en particulier celle-ci, dans lesquelles en fait des éléments étaient susceptibles d'être configurés dans plusieurs orientations pour créer en fait du sens entre des choses qui étaient de l'ordre vraiment de l'information économique, presque de la data en fait, de données factuelles, souvent quantitatives, et puis des points plus théoriques. Donc le texte qu'on obtient est quelque chose qui est hérité, en fait, qui est second par rapport à l'œuvre plastique. De même, dans le cas de Keles, que je mentionnais tout à l'heure, son manifeste, qui porte sur donc effectivement la question d'une économie genrée, d'une théorie économique genrée, un rapport au travail genré, est indissociable de la série de performances qu'elle réalise en fait dans les années qui suivent la parution de son traité, et qui sont bien connus aujourd'hui. Dans le cas du texte d'Alain Sekula, qu'on a aussi retraduit pour l'anthologie, c'est un texte qui initialement s'inscrit dans le cadre d'un livre de photographie et qui combine en fait un travail sur le texte et un travail sur les archives photographiques. Donc là aussi, l'enjeu, c'était un petit peu d'extraire le texte de la pratique plastique du livre de photographie. Ce qui réunissait malgré tout ces textes, et qui justifiait aussi pour moi leur regroupement sous l'égide du traité, même avec un petit peu de distance, c'était la dimension didactique que la grande majorité d'entre eux, en fait presque tous, je pense, adoptent. Et ça, c'était aussi sensible dans les manifestations visuelles en fait, qui accompagnaient le contexte de ces textes. Donc on le voit ici chez Filiou, avec l'usage du tableau noir, chez Beuys aussi, la dimension didactique du traité traverse vraiment toutes ces contributions, même si, du point de vue de l'objet littéraire, évidemment, elles sont
irréductible à un genre très très strictement défini. Donc une forme assez hétérogène, je l'ai dit, mais une ambition commune, celle de partir de l'expérience concrète de la pratique de l'art et de son économie, de son marché, pour formuler une vision plus vaste de l'économie générale, comprise à la fois comme une discipline, la science économique, et comme un ensemble de pratiques, les faits économiques. C'est cet angle-là qui distinguait les textes que j'ai réunis d'autres genres de textes qui sont aussi très intéressants, qui sont les textes d'artistes sur le marché de l'art. Donc je donne ici un exemple avec ce texte, d'ailleurs je n'ai pas mis le texte, là j'ai mis une œuvre, mais un texte de Karel Teige qui est publié en 1936 sous le titre Le marché de l'art, que vous trouvez en traduction chez Alia, qui est un de ces jalons très intéressants d'artistes qui théorisent et je dirais pensent en fait la question du marché de l'art. Avec des typologies et un recul extrêmement impressionnant en fait de la part de cet artiste et qui précède d'une trentaine d'années le travail de sociologue sur ces questions-là. Donc ces textes-là sont absolument passionnants, mais je ne les ai pas inclus parce que l'idée c'était justement de quitter une vision interne, internaliste on pourrait dire, aux questions d'économie de l'art, pour avoir ce mouvement de montée en généralité dont je parlais tout à l'heure, où la connaissance de l'économie de l'art et son marché est une sorte de point de départ pour aller vers autre chose, pour aller vers l'économie générale. Donc finalement, l'ensemble de ces contributions se rejoignent dans une ambition, celle de faire de l'art un laboratoire théorique et pratique pour repenser l'économie dans son ensemble, l'économie générale. Alors une fois qu'on a dit ça, il fallait réfléchir à plusieurs points que je vais essayer de déplier un petit peu avec vous. Le premier, c'était de réfléchir à une forme de porosité entre des trajectoires d'artistes et des trajectoires d'économistes, pour montrer que finalement ces catégories qui peuvent nous apparaître comme assez éloignées, eh bien en fait offrent des points de passage, et un certain nombre d'auteurs, d'autrices de l'anthologie sont justement sur cet entre-deux. Deuxièmement, un autre enjeu, c'était d'essayer de penser d'un point de vue plus épistémologique, en fait, quel type de savoir est-ce, ces savoirs d'artistes sur l'économie. Quel est leur rapport avec des savoirs économiques plus classiques, on pourrait dire. Et puis, un troisième moment, c'était d'essayer de réfléchir en fait aux apports que nous offrent ces textes et à leurs limites aussi, à ce qu'on peut y trouver, à ce qu'il ne faut pas y chercher, à moins d'être déçu, ou au contraire à ce qu'on peut y trouver aussi comme repoussoir, en fait, comme sujet de débat et de désaccord. Alors parmi les artistes transfuges qui exploraient un petit peu cet entre-deux en fait, entre le monde de l'économie et le monde de l'art, un de ceux qui m'a le plus tôt je dirais arrêté, c'était le cas de Vassily Kandinsky. En fait, quand j'ai mis au point cette anthologie, juste quelques années avant, une chercheuse qui s'appelle Olga Medvedkova, qui est au CNRS, avait remis en lumière un moment particulier de la biographie de Kandinsky, qui jusqu'à présent avait été complètement oublié. Le fait qu'avant de devenir ce grand précurseur de l'abstraction, eh bien Kandinsky avait eu une brève carrière d'économiste. Puisque donc il a suivi tout un parcours universitaire en économie qui l'a conduit à accepter un poste, une chaire en fait en économie politique dans l'Empire russe de l'époque, aujourd'hui à Tartu en Estonie.
Et puis c'est seulement en fait après cette première expérience professionnelle en tant qu'économiste universitaire qu'il a rompu avec la discipline. Il a quitté l'Empire russe et il s'est installé à Munich où il s'est inscrit en école d'art. Et puis ensuite, voilà, l'histoire de l'art connaît la suite de l'histoire. Et pour Medvedskova, la question en fait de la valeur qui reste en fait extrêmement importante tout au long de la vie et de l'œuvre de Kandinsky, et même en fait sa théorisation fondamentale de l'abstraction en peinture devait avoir quelque chose à faire avec cette première vie d'économiste. Donc, je lui ai demandé si elle accepterait de traduire en fait des petits extraits de la thèse d'économie qui avait été écrite par Kandinsky et qui lui a permis de gagner ce poste de professeur. Et c'est un texte qui est très intéressant parce que c'est la manière dont se faisait l'économie à cette époque dans l'Empire russe, qui était inspirée de la manière dont on pratiquait l'économie aussi en Allemagne. C'est-à-dire c'était une pratique très historienne en fait de la pensée économique. Et son sujet, c'était la loi des reins des salaires. La loi des reins des salaires, c'était une théorie qui était très en vogue encore à la fin du 19e siècle, selon laquelle le niveau moyen des salaires des ouvriers devait nécessairement se stabiliser au niveau minimal du salaire de subsistance, au niveau nécessaire de subsistance. Et ce qui est assez intéressant en fait chez Kandinsky, c'est qu'il va critiquer cette loi des reins. Pour ça, il fait un travail vraiment d'histoire, à la fois d'histoire de la pensée, du concept en fait de la loi des reins, mais aussi d'histoire économique au sens d'histoire des faits économiques, qui réunit un ensemble de matériaux statistiques pour critiquer cette loi prétendument ahistorique en fait, qui serait la loi des reins des salaires. Dans son introduction, de manière assez amusante, il critique les économistes qui l'ont précédé comme étant trop abstraits. Et donc, c'est assez amusant de voir le précurseur de l'abstraction en peinture, évidemment, critiquer l'abstraction des économistes, quand pour lui, l'économie devrait être concrète, fondée sur les faits, sur les données, et notamment sur les données statistiques, qui, selon lui, sont capables en fait de contredire l'idée de l'existence de ces lois abstraites universelles concernant les salaires. Et ce qui est assez intéressant, c'est que cette critique en fait de la loi des reins le conduit aussi à redonner beaucoup plus de capacité d'action aux ouvriers eux-mêmes et aux organisations ouvrières, puisque à partir du moment où le salaire ouvrier n'est pas soumis à une loi des reins qui le fixerait mécaniquement et naturellement à un niveau extrêmement bas, qui est le niveau minimum nécessaire de subsistance, à partir du moment où cette loi n'existe pas, eh bien, la définition du salaire devient une question de rapport de force historique, une possibilité de résolution par le compromis ou par le conflit. Donc c'est assez intéressant comment cette approche en fait renvoie les questions économiques à une question aussi sociale et politique. Pardon, bref. Le deuxième parcours d'artiste entre art et économie dont je voulais parler, c'est un parcours inverse, un parcours presque en miroir. C'est celui de l'artiste allemande Charlotte Posenanske. En 1967-68, c'est une artiste qui est aux avant-postes d'une forme artistique qu'on peut décrire comme minimaliste. Elle conçoit, vous le voyez, ces unités sculpturales assez géométriques qui sont inspirées de l'esthétique industrielle, fait à partir de formes simples et de matériaux simples et qui peuvent s'assembler de différentes façons pour proposer des structures évolutives et qui peuvent être mis en scène de différentes manières. On les voit aussi in situ.
ici dans un aéroport par exemple. Et ce qui l'intéressait aussi beaucoup, c'était de mettre en scène dans l'espace d'exposition le travail d'ouvriers, qui en général étaient évidemment ses amis, ses collaborateurs, qui venaient dans l'espace d'exposition pour en fait démonter les structures et les remonter, les réagencer d'autres façons. Donc donnant à voir non seulement l'objet lui-même, mais aussi le travail de montage, de démontage qui permettait de lui donner sa forme un peu évolutive. Donc, ce qui est intéressant dans ce travail, c'est déjà un rapport à la question de l'économie industrielle, un emprunt formel, on l'a vu, un procédé de création, puisque Charlotte Posenenske était aussi attachée à la production d'unités standards qui devraient pouvoir être reproduites en série, mais aussi, je viens de le dire, un rapport à la question du geste ouvrier, du geste du travailleur en mouvement, qui devait être visible dans l'espace d'exposition. Et c'est ce dernier aspect-là, à mon avis, que l'on retrouve dans sa pratique de l'économie lorsqu'elle décide de changer de champ et de quitter le monde de l'art pour celui de l'économie, ce qu'on appelle en Allemagne les sciences du travail. Alors comment est-ce que ça intervient ? En fait, en deux temps. Comme beaucoup d'artistes de cette génération, Posenenske est très marquée par mai 68 et les débats qui en découlent et qui remettent en question pour elle de manière très très fondamentale son statut d'artiste et sa possibilité à changer la société et l'économie depuis une position d'artiste. Dans un manifeste qui est paru dans le magazine Art International en mai 1968, elle termine, vous voyez tout en bas la phrase, « Il m'est difficile d'accepter ce fait que l'art ne peut en rien contribuer à résoudre des problèmes sociaux urgents ». Et sur ce constat, donc publié dans une revue d'art, elle décide d'en tirer en fait toutes les conséquences et de quitter le monde de l'art pour se reconvertir dans une nouvelle activité dans laquelle elle se sentira précisément plus utile du point de vue des changements économiques et sociaux qui lui paraissent nécessaires. Donc c'est ainsi qu'elle se retrouve avec son compagnon d'alors, Burkhard Brun, à travailler en usine et à tâcher de mettre ses compétences au service en fait, des transformations du travail ouvrier. Elle s'est inscrite en fait à l'université dans un programme en fait de sciences du travail et elle publie en 1979 donc avec son compagnon ce mémoire qui s'intitule donc en français Allocation du temps et valeur du travail, une critique méthodologique, estimation de la performance, système d'allocation du temps, évaluation analytique du travail. Alors c'est un titre assez technique, voire jargonneux, derrière lequel se cache en fait un enjeu essentiel de la compréhension du travail à la chaîne des années 70 et de sa rémunération. La question c'est comment mesurer le temps nécessaire à chaque geste de travail sur la chaîne de montage et par conséquent comment mesurer la rémunération qui doit découler de ces gestes, de l'exécution de ces gestes dans un temps donné. Donc dans ce mémoire, Brun et Posenenske expliquent que à cette époque, les représentants des salariés et les représentants des patrons s'affrontent constamment sur cette question. Les syndicats accusant évidemment le patronat de vouloir accélérer la cadence pour augmenter leurs profits, tandis que la direction accuse logiquement les ouvriers de ralentir artificiellement leurs gestes au moment de l'évaluation, pour pouvoir travailler à un rythme normal et bénéficier des primes de vitesse, puisqu'ils travailleraient finalement plus rapidement que prévu. Donc, des deux côtés, on réclame des méthodes plus objectives de mesure en fait, du temps d'exécution des gestes pour pouvoir régler ce différend. Et ce que montrent Brun et Posenenske dans ce mémoire,
en décortiquant en fait la méthodologie, les différents procédés d'évaluation mis en place dans les usines, c'est que cette prétendue objectivité en réalité n'existe pas. Et que ce n'est jamais une mesure, la plus sophistiquée soit-elle, qui pourra résoudre ce différend entre ouvriers et patrons. Ce qui pose problème, c'est la méthode elle-même. En tout cas, c'est ce qu'ils argumentent dans ce mémoire. C'est le fait même de vouloir décomposer le mouvement humain en une série de gestes standardisés, transparents, contrôlables. À l'intérieur en fait d'un système comme celui-ci qui, c'est ce qu'argumentent les auteurs, est faussé, on ne peut pas arriver à une solution, on ne peut pas arriver à un calcul rationnel, on ne peut pas arriver à une arithmétique politique, pour reprendre Swift, qui permettrait de donner une solution exacte. Et la conclusion politique en fait qui est annexée à ce travail scientifique, c'est l'idée que, un petit peu comme chez Kandinsky, il faut remettre les décisions à la négociation et au rapport de force. Donc, dans ces deux cas dont je viens de parler, Kandinsky, économiste qui décide de devenir artiste, ou Poznański, artiste qui décide de passer du côté de l'économie, ce qui m'intéressait, c'était de montrer qu'une même personne pouvait écrire dans des registres très différents, que des savoirs économiques experts pouvaient se trouver sous la plume de personnes que l'on assigne souvent à un statut d'artiste, et que finalement il reste toujours quelque chose de l'économiste dans l'artiste ou de l'artiste dans l'économiste, que quand ça constitue deux moments de vie, il est possible de retrouver en fait ces lignes qui réunissent savoir artistique et savoir économique. Alors le texte le plus ancien qui est reproduit dans l'anthologie, c'est celui de quelqu'un qui a été à la fois économiste et artiste. Alors je triche un peu parce que finalement il est moins célèbre comme artiste, même si il avait une vraie expertise du dessin, mais il est moins célèbre comme artiste que comme critique d'art et historien d'art. Mais il est l'un des derniers représentants de cette époque où les savoirs disciplinaires étant moins segmentés qu'ils le sont devenus par la suite, on pouvait être encore simultanément économiste et artiste et reconnu en fait dans les deux domaines. C'est le texte que j'ai choisi pour commencer en fait cette anthologie. Un texte qu'on a traduit aussi pour la première fois et qui m'intéressait beaucoup parce que il affirme d'emblée cette idée quand même très radicale et très contre-intuitive que l'on ne peut pas faire de l'économie si on ne connaît pas suffisamment, et je dirais par la pratique, l'art. Donc voilà ce qu'il écrit au début, vous pouvez voir la version originale ici. Les pages qui suivent contiennent, je le crois, la première analyse pertinente des lois de l'économie politique qui ait jamais été publiée en Angleterre. De nombreux traités ont abordé correctement les enjeux, offrant ainsi une contradiction aux idées reçues, mais aucun examen exhaustif du sujet n'était possible à quiconque qui ne serait familier de la valeur des produits de la plus haute industrie, appelée couramment les beaux-arts. Et nul auteur, familier de la nature de ces industries, à ma connaissance, ne s'est jamais essayé ni même confronté à cette tâche, avant lui, bien sûr, et c'est ce qui ferait de cet essai le premier véritable traité d'économie politique. Alors, Ruskin continue en fait en expliquant que sa décision de se consacrer à l'économie lui serait venue lors d'un séjour à Venise. Il écrit qu'à Venise, il a pu voir des peintures du Tintoret, des peintures qu'il estime les plus précieux objets de richesse en Europe. Il a pu les voir abandonnées à la montée des eaux, comme si elles étaient sans valeur. Tandis qu'à la même époque, à Paris, écrit-il, les marchands s'enrichissaient du commerce de lithographie en couleur, au fini élaboré, représentant, nous dit Ruskin, je le cite, ces danses modernes aguichantes, au sein duquel le cancan occupe une place de choix. Et voilà ce qu'il écrit. Figurez-vous qu'au moment où ces trois tableaux, je crois que c'est, je ne sais plus si je l'ai mis,
Pardon, c'est après. Il écrit « Figurez-vous qu'au moment où ces 3 tableaux pendaient, ainsi comme des chiffons humides, du toit qu'ils ornaient autrefois, les boutiques de la rue de Rivoli à Paris montraient, en réponse à une demande croissante du public, une offre croissante de lithographie en couleur, représentant ces danses modernes aguichantes, au sein desquelles le cancan occupe depuis une place de choix. Le travail incorporé dans n'importe laquelle de ces pierres lithographiques représente bien plus que ce que le Tintoret avait l'habitude de consacrer à une peinture de taille moyenne. Si l'on considère que le travail est à l'origine de la valeur, donc comme Adam Smith, alors la pierre lithographique, tant fignolée, serait une valeur plus grande que le tableau. Et étant donné qu'elle est capable de produire un grand nombre d'impressions immédiatement vendables ou échangeables, pour lesquelles la demande est constante, la ville de Paris se considère naturellement, et selon tous les principes d'économie politique communément affirmés et admis, elle est infiniment plus riche par la possession d'un grand nombre de ces pierres lithographiques que Venise par la possession de ces chiffons moisis. Pour Ruskin, sa qualité d'artiste, de critique d'art et d'historien d'art lui permet de savoir de manière certaine que cette conclusion est fausse et que, en réalité, c'est le Tintoret qui représente la richesse la plus importante. Ce qui, selon lui, démontre l'échec de la pensée économique classique. Pour lui, que les économistes réfléchissent à partir de l'offre et la demande ou à partir de la valeur travail, ces économistes concluent invariablement que les lithographies, selon lui, de mauvais goût, sont une valeur économique supérieure à celle des valeurs de Tintoret, à celle des peintures de Tintoret, pardon. Or, lui, c'est que l'inverse est vrai. Et c'est sur la base, en fait, de ce paradoxe qu'il construit sa critique assez acerbe contre les économistes vulgaires, assommants, aveuglés par leur pseudo-science et incapables de définir la valeur intrinsèque des biens. Donc, je ne vais pas aller beaucoup plus loin tout de suite sur la théorie économique de Ruskin qui en découle, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est vraiment que la critique en fait, de l'économie se fonde sur l'absence de connaissance de l'art qui est dénoncée chez les économistes. Alors j'en viens, après avoir un petit peu exploré comme ça la question des passages entre les champs de l'art et les champs de l'économie, j'en viens à ce deuxième problème qui se posait dans l'ontologie, à savoir s'il s'agit là de savoir économique produit par les artistes, quel genre de savoir est-ce ? Est-ce que c'est un savoir aussi scientifique que celui des économistes, ou est-ce que c'est un savoir de nature différente ? Alors, pour répondre à cette question, je me suis intéressée en particulier à Robert Filliou, qui est un autre de ces transfuges de l'art et de l'économie, puisque Robert Filliou, qu'on associe généralement au réseau artistique Fluxus dans les années 60-70, a été diplômé d'une maîtrise d'économie de l'Université de Californie à Los Angeles en 1951. Et il a effectivement exercé le métier d'économiste en Asie, dans un programme des Nations Unies, avant de démissionner de son poste en 1954 pour se consacrer à une vie d'artiste marquée par un profond dénuement matériel. Ce qui est intéressant chez Filliou, c'est que son expérience préalable d'économiste est systématiquement mise en avant chez lui. C'est un argument qui est très important pour Filliou lui-même, Filliou artiste, le fait d'avoir été économiste, parce que d'abord ça vient confirmer le sérieux de son entreprise artistique, le caractère choisi de sa pauvreté, de son retrait de la sphère professionnelle classique. La radicalité de ce retrait, donc ce drop-out, qui est vraiment un peu le mot d'ordre de la contre-culture états-unienne dans la deuxième moitié des années 60, donc une dizaine d'années après, la radicalité de ce drop-out lui donne auprès de ses pairs une légitimité très particulière. Et tout au long de sa carrière d'artiste, Filliou continuera de se revendiquer, de se penser économiste.
À partir du milieu des années 60 et jusqu'à la fin de sa vie, il se proclame l'auteur de Principes d'économie poétique, dont il explique que ce sont les clés de toute son œuvre. Pour autant, et c'est ça qui m'intéresse, Phil Yu n'a jamais prétendu s'appuyer sur sa formation d'économiste pour revendiquer une forme d'expertise en la matière, et même au contraire. Les formules mathématiques qui parsèment ces textes, ces interventions, ces performances sont truffées d'erreurs et d'absurdités. Donc, pour ceux qui ont encore des petits restes de maths, vous pouvez voir ça au tableau. De même, ces influences théoriques ne sont pas absentes, mais Phil Yu se méfie de l'économie érigée en discipline scientifique. Et il explique à plusieurs reprises préférer la tradition socialiste ou anarchiste, non scientifique, en particulier Fourier, qui est donc une des grandes figures auxquelles il se réfère. Il est très critique des savants qui, il explique dans les années 70, prétendent utiliser l'ordinateur pour résoudre les problèmes de notre temps. Donc là aussi, en fait, l'arithmétique politique derrière ça est un peu son contre-modèle. Comme il le rappelle à de nombreuses reprises, ce n'est pas la lecture de différents auteurs qui lui aurait inspiré ces principes d'économie poétique, mais l'expérience quotidienne des conditions matérielles de survie des artistes. Il explique qu'après avoir quitté donc, sa profession d'économiste et le salaire qui allait avec, il explique, je le cite, « J'entrais bientôt dans une période de dénuement qui fut la plus grande aventure de ma vie. Elle l'est toujours, et qui s'avéra d'ailleurs être la meilleure expérience en matière de mécanismes économiques de base que l'on puisse souhaiter. » Donc l'économie artistique, avec ses contraintes, ses succès, ses échecs, lui apparaît comme le meilleur microcosme pour étudier l'économie dans sa globalité. Il écrit « J'ai pensé qu'il serait intéressant de raconter comment les artistes gagnent de l'argent et comment ils le dépensent. C'est à partir de ces débuts modestes que j'ai développé certaines idées. J'ai l'impression que ces réflexions pourraient aboutir à une nouvelle théorie de la valeur sur laquelle on pourrait baser le nouveau modèle économique dont nous avons tant besoin. » Alors, ces principes d'économie poétique traversent l'œuvre de Robert Phil Yu, mais ils n'ont jamais fait l'objet d'une formalisation, ils n'ont jamais été réunis dans un traité, quelque chose qui ressemblerait véritablement à un traité d'économie. On les retrouve plutôt sous forme de fragments dans des textes, des entretiens, des œuvres, et notamment des œuvres audiovisuelles des années 60 et 70, beaucoup de vidéos qui filment des performances, des interventions avec des étudiants, et qui constituent en fait le corpus théorique, on pourrait dire, de l'économie poétique. Donc, pour l'anthologie, j'ai choisi de longs extraits d'une publication dans un magazine canadien qui, en fait, est une retranscription d'une vidéo d'un entretien filmé avec Robert Phil Yu. C'est un peu dans laquelle en fait l'artiste revient sur un certain nombre de ces principes d'économie poétique qui l'ont accompagné tout au long de son parcours et de ses œuvres. Donc on peut peut-être les aborder brièvement ensemble. Le premier principe d'économie poétique, c'est ce que Phil Yu appelle le principe d'équivalence, qui est au cœur, selon lui, de sa théorie de la valeur. Voici ce que c'est le principe d'équivalence. Vous l'avez à la fin de la 3e ligne. Bien fait, mal fait, pas fait. Ce qui veut dire qu'en termes de création permanente, il est équivalent qu'une œuvre soit bien faite, mal faite ou pas faite. Je me suis intéressée à la création permanente et j'ai alors davantage utilisé ce mot que le mot art, parce que c'est la créativité qui m'intéresse. J'ai souvent défini l'anti-art comme la diffusion des œuvres issues de cette créativité et le non-art comme être créatif sans se soucier de la diffusion ou de la non-diffusion de des œuvres. Très tôt, j'ai associé la notion de permanence à l'idée de création et j'ai estimé que je devais réaliser l'idée et l'idéal de la création permanente. Le principe d'équivalence est une sorte d'outil conceptuel que j'ai utilisé dans de nombreux travaux.
Le deuxième, en fait, disons la conséquence en fait de ce principe d'équivalence, c'est la redéfinition du taux d'échange, du vrai taux d'échange. Donc évidemment, vous voyez le jeu de mots avec la question des taux de change, qui sont une obsession des années 70. Donc voici comment il définit le vrai taux d'échange. Donc je le cite. C'est ainsi que je me suis occupée de la définition du vrai taux d'échange, selon lequel nous avons tous les mêmes différences, et que c'est cela précisément que nous avons en commun. Je propose donc d'appeler cet échange, fondé sur nos différences, le VTE, vrai taux d'échange. Pour arriver au niveau optimal de la société, il faudrait une situation où la différence de l'un par rapport à la différence de l'autre égale 0. Donc là aussi, c'est assez intéressant en termes mathématiques, une sorte de... Bon bref, en fait quand on a un rapport de fraction, d'arriver à 0 c'est un petit peu compliqué, il faudrait plutôt que ça arrive à 1. Mais bon, là aussi il y a une sorte de déformation de la formalisation mathématique pour arriver à quelque chose qui mathématiquement ne fait pas sens, mais qui d'une manière ou d'une autre cognitivement fonctionne. Un deuxième type de concept qui est importé à Robert Filliou, c'est la redéfinition du travail. C'est proposer que la valeur du travail ne devrait pas être mesurée en fonction de la peine en fait, qu'elle produit, de la pénibilité, mais plutôt en fonction de la joie qu'elle peut procurer. Il écrit en d'autres termes comment concilier la gnose si gaie à l'économie si sinistre, comment passer du travail comme peine au travail comme jeu. Bien sûr, tout est poésie, la peine comme le jeu, mais où est donc la joie ? Je continue en disant que chaque vie est sa propre récompense. Si nous voulons que le travail soit aussi sa propre récompense, ne faut-il pas le prendre comme finalité plutôt que comme point de départ ? Peut-être faut-il envisager ne rien faire et non pas rester inactif. La vie suit le travail. J'ai pensé que cela constituerait le premier chapitre des principes d'économie poétique. Alors là aussi, c'est assez intéressant en termes d'écriture parce que chaque concept qui lui paraît important prend cette place de premier chapitre. Donc il y a beaucoup de premiers chapitres dans son élaboration. Donc on a un ensemble de discussions qui renvoient en fait à des thèmes très classiques de l'économie politique. La question du libre-échange et de la division en fait, internationale du travail qui va être repensée par Robert Filliou sous la forme du vrai taux d'échange, comme j'en ai parlé, et du principe d'équivalence. La notion de la valeur travail et de sa centralité en fait, par rapport à la pensée de l'économie politique. Donc, c'est une référence très explicite à l'histoire de la pensée économique, tout en brouillant volontairement les contours par des absurdités, des erreurs, des approximations qui sont volontairement introduites dans le récit. Non seulement les principes d'économie poétique n'ont jamais, à proprement parler, été écrits, mais Filliou n'a pas manqué de se moquer de ceux qui... pardon, j'avais pris un autre... c'est pas grave. Filliou n'a pas manqué de se moquer de ceux qui attendaient qu'il écrive ces principes sous forme d'un vrai traité d'économie. Donc ce que vous voyez ici à l'écran, c'est un multiple de 1977 qui s'appelle « Je meurs trop ». Et qui, comme vous voyez, c'est une brique qui, avec son petite étiquette de titre et puis son bandeau, mime l'idée d'un livre qui sortirait juste en librairie. Et il a intitulé cette œuvre, en tout cas, il lui donnait l'appellation de 4e chapitre des principes de l'économie poétique. Donc, c'est
évidemment assez amusant la manière de décourager le lecteur avide d'ouvrir le livre et d'enfin avoir le quatrième volet des principes d'économie poétique, et qui évidemment serait bien en peine d'ouvrir ce volume. Et une manière aussi peut-être de mettre en scène en fait ce que c'est qu'un savoir offert par un artiste par rapport au savoir offert par un savant, un économiste. L'accès en fait à la profondeur, au fond de la pensée de l'auteur rencontre l'évidence matérielle. Donc chez Filiou, ce qu'on voit de manière particulièrement, je pense, frappante, c'est le rejet de l'expertise au profit de ce qu'on peut appeler un savoir profane, un savoir constitué dans la pratique, et qui peut s'exprimer dans des formes non conventionnelles. Et ça, c'est tout à fait caractéristique de l'ensemble des artistes qui sont réunis dans l'anthologie. Ça ne signifie pas pour autant que ces artistes ne fréquentaient pas, et pour certains très assidûment, les économistes et leurs travaux. Mais c'est une familiarité choisie qui privilégie des auteurs non conformistes, parfois dans le cadre d'un activisme politique. J'ai parlé de John Ruskin tout à l'heure, qui était considéré comme un économiste hétérodoxe de son temps. Dans l'anthologie, il y a un texte de William Morris qui... comme vous le savez peut-être, c'est un artiste qui avait des liens importants avec déjà la fille de Karl Marx, Eleanor Marx, et puis son compagnon, Edward Aveline. Ils ont fondé ensemble la Socialist League en Grande-Bretagne sous le patronage de Friedrich Engels. Il était aussi lié à Ruskin. Donc, il y a des formes de généalogie à l'intérieur même en fait, de l'anthologie, de lien entre les auteurs. C'est aussi de John Ruskin que se réclame Asgharian, dont je montrais la couverture de l'ouvrage tout à l'heure. Également influencé par la relecture en fait, de Marx qui s'effectue à cette époque. Charles Fourier, on en a parlé, c'était aussi une grande figure du socialisme utopique, célébrée autant par André Breton que par Robert Filiou, on l'a vu. Joseph Beuys, quant à lui, reconnaît sa dette vis-à-vis de Rudolf Steiner, donc philosophe, économiste, réformateur social du début du XXe siècle. Et son disciple, Wilhelm Schmuth, avec qui il a collaboré en fait, dans un cadre universitaire. C'est intéressant aussi de regarder les références qui sont choisies par Isidore Isou, dont je montrais aussi tout à l'heure la couverture, qui est un espèce de lecteur absolument vorace des économistes à la fois de son temps et puis des siècles passés, et qui va autant citer des figures extrêmement classiques de la pensée économique, Adam Smith, John Maynard Keynes, Colin Grant Clark, mais aussi des figures beaucoup plus atypiques de la pensée économique, comme Georg Friedrich Knapp, fondateur d'une théorie monétaire un petit peu obscure qu'on appelle le chartalisme. Donc c'est une convocation de référence qui est choisie et qui assume son caractère un petit peu marginal par rapport à un enseignement classique de la pensée économique. Ça correspond aussi à un choix qui est, à mon avis, assez saillant dans les textes de l'anthologie, qui est tout au long du XXe siècle, à partir de la Révolution russe et encore plus avec la guerre froide, à des formes de mise dos à dos du socialisme et du capitalisme, à une manière de critiquer en fait l'expertise économique en tant que telle, qu'elle se déploie dans le contexte du socialisme ou dans le contexte du capitalisme. Les deux sont critiqués presque de la même façon. Pour tous ces artistes, il s'agit en effet de revendiquer la possibilité d'un savoir qui ne serait pas tenu par les rigidités du discours scientifique, mais qui pour autant aurait légitimité à s'affronter à lui, à part égale, dans le débat public.
C'est une aspiration qui est particulièrement sensible chez Joseph Beuys, l'artiste allemand, et que je voulais illustrer en fait dans une discussion. C'est un débat public qui oppose donc Beuys à 3 économistes en 1984. Donc voilà un échange par exemple entre Werner Ehrlicher, qui est professeur de sciences financières à l'université de Fribourg, et Beuys. Donc le premier dit: merci beaucoup Monsieur Beuys, c'est vraiment très généreux, un peu ironiquement hein, évidemment par rapport à ce que vient de dire Beuys. À vrai dire, moi je ne serais pas généreux au point de considérer la profession de foi que vous venez d'énoncer comme étant de la science. Beuys répond: parce qu'il s'agit d'autre chose. Je n'ai pas dit non plus que ce que j'avance ici c'est de la science. Je parle du concept élargi de l'art, je parle du principe de créativité, je parle du créateur de forme dans tout homme. Ce qu'il expose, poursuit-il, c'est un résultat de mon laboratoire, de mon atelier. Peu après, le banquier Batman, qui fait partie aussi du débat, lui lance « Il faudrait que nous sachions clairement si nous échangeons des opinions sur l'argent ou un savoir sur l'argent. » Et voilà ce que répond Beuys. Il nous faut bien entendu exprimer un savoir sur l'argent, un savoir très précis et clairement délimité, que l'on puisse prouver et vérifier par l'expérience, un savoir qui puisse être contrôlé par la pensée humaine, bien entendu. Avez-vous remarqué, comme ceux qu'on appelle les spécialistes m'imputent sans cesse un manque de sérieux scientifique ? Rire, applaudissements. Parce que je dois rester un artiste, au sens démodé du terme. Donc, Beuys l'affirme ici très clairement, c'est bien d'un savoir dont il est question, mais d'un savoir d'un autre type qui ne répond pas tout à fait au même code que les savoirs scientifiques institués et qui même entretient vis-à-vis de ces derniers un rapport souvent d'ironie, de parodie, comme on l'a vu déjà chez Swift et chez un grand nombre d'auteurs en fait, de l'anthologie. Alors, okay. Donc quelques mots sur les résultats, on pourrait dire en fait qu'est-ce que contiennent ces textes ambitieux qui aspirent rien moins chez Izou par exemple, qui a provoqué un bouleversement capital, une transformation fondamentale du système monétaire et de la structure bancaire du monde entier. Donc j'ai mince, je voulais... Ah voilà. La table des matières, elle est organisée en 4 parties qui essayent de mettre en valeur 4 thèmes qui ressortent en fait de ces textes et sur lesquels les artistes prétendent intervenir et proposer des modèles alternatifs. Le premier, c'est la question de la valeur et du prix. Le deuxième, c'est la question du travail et de la production. Ensuite, la monnaie et la banque. Et enfin, à l'échelle du système, le capitalisme et ses alternatives. Alors, pour parler brièvement de chacune de ces parties, la question de la valeur, elle est en fait présente quasiment dans tous ces textes. C'est un petit peu le nœud, en fait, du lien entre le domaine de l'art et le domaine de l'économie, entre la pensée de ces deux domaines. Il s'agit pour les artistes dans cette section de repenser les principes qui gouvernent les valeurs économiques à l'aune de leur conception de la valeur artistique. Comme on l'avait vu de manière inaugurale avec Ruskin tout à l'heure. Et c'est quelque chose qui est partagé en fait, par tous les artistes de cette section, mais je dirais même de manière plus générale. Dans les années 1960, autour de l'international situationniste et de Fluxus, ces questionnements sur la valeur prennent une dimension particulière. Les textes de Pino Galizio, que vous voyez ici, d'Asgharian, participent de cette conviction propre à leur époque que le progrès technique peut assurer une forme de croissance perpétuelle. Les machines prendront progressivement la place des humains et le principal enjeu sera la lutte contre un ennui abétissant, d'un travail abétissant, et la lutte contre la récupération par l'industrie du temps libre ainsi dégagé par l'automatisation et par la mécanisation. Donc dans ces textes, il s'agit de trouver une sorte de contre-valeur à l'ennui de la valeur économique rationalisée
encore une fois, que ce soit celle du capitalisme comme celle du communisme. Une valeur qui tiendrait à la fois du jeu, de la guerre, du sacrifice et du gaspillage. La deuxième section concernant le travail et la production est assez différente parce que, vous le voyez, elle réunit des textes de la fin du 19e siècle, tout début du 20e, et puis ensuite tournant des années 1970. Les années 70 et 80 ont vu une forme de montée du chômage et ont en quelque sorte balayé cette vision du monde des années 60 et des 30 glorieuses, de la productivité, du plein emploi. Et ça se sent en fait dans les textes qui sont réunis dans cette section. La désindustrialisation a remis en question la figure de l'ouvrier comme incarnation du travailleur. C'est assez sensible, particulièrement dans le texte d'Alain Sekula, par exemple. Donc cette deuxième section, elle est plutôt anti-productiviste, elle est plutôt attentive à la question des ressources, à la notion du gaspillage, du gâchis. Le gaspillage a une valeur assez positive chez un certain nombre de textes de la première section, et ce n'est pas le cas dans ces textes sur le travail et la production, où la notion de gaspillage est repensée différemment. Sans surprise, ce sera aussi chez Joseph Beuys, dont le texte est inclus dans la 4e partie de l'ouvrage, que cette question de la dimension des ressources et de la dimension environnementale en fait, du développement économique va se retrouver. Et il y a comme ça des liens qui peuvent se créer entre le texte de Maurice, qui est très parlant en la matière, et puis celui de Beuys à presque un siècle d'écart. La 3e section est centrée sur les questions monétaires. Et là aussi, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait mettre en lien avec l'histoire économique de la période. L'attachement de Dada pour les questions monétaires et vous pouvez tout à fait le mettre en lien avec l'hyperinflation allemande de cette période. Et puis ensuite, les textes d'après-guerre correspondent vraiment au moment où en fait c'est la fin des accords de Bretton Woods, et la fin vraiment d'un système d'échange or, donc encore fondé même indirectement sur les talons or, avec l'apparition vraiment des monnaies flottantes en 1971, ce qui je dirais, incite en fait les artistes à repenser complètement la question du rapport à la monnaie. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a des interventions qui sont souvent assez interventionnistes. Donc c'est le cas par exemple d'Isidore Isou, qui estime que je ne sais pas si vous voilà, qui estime que les banques centrales devraient en fait reprendre complètement la main sur l'économie monétaire et à partir de là sur les secteurs économiques en général. Donc une forme de célébration de la planification, de l'orientation active de la politique économique et monétaire. Et puis la dernière section se centre sur la question du capitalisme et de ses alternatives. Ce qui est assez intéressant, c'est que, comme je le disais déjà tout à l'heure, les artistes sont un peu au premier rang pour s'apercevoir que les alternatives socialistes, telles que les représente l'URSS et même en fait assez rapidement la Chine communiste, ne leur seront pas très favorables et qu'ils risquent d'y perdre leur liberté de création, au bas mot, que leur assure dans une certaine mesure le libéralisme capitaliste. Donc c'est une position ambiguë qui force en fait à la critique dans des deux systèmes et qui pose cette question de l'alternative d'une manière assez spécifique. Alors je voudrais terminer en évoquant en fait quelques écueils, selon moi, en tout cas quelques problèmes posés par ces textes, parce que c'était très important pour moi en faisant cette anthologie, c'était de m'assurer qu'elle ne serait pas lue comme une sorte de
bible, ou en tout cas de répertoire de solutions, avec cette idée que finalement les artistes, contrairement aux économistes, auraient la solution à tous nos problèmes et qu'il suffirait de suivre leurs conseils. Je pense que c'est pas du tout comme ça que ces textes se lisent. Et ce pour plein de raisons. La première raison, c'est que comme le montrait Robert Filliou tout à l'heure avec sa brique, la pensée artiste sur l'économie, elle a une forme d'opacité et de manière d'être impénétrable volontairement et de s'opposer à l'idée de fournir des solutions toutes faites. Et la deuxième raison, c'est parce qu'aussi on peut tout à fait, en tout cas moi c'est mon avis, avoir aussi une vision critique de ces textes, dont beaucoup sont datés, dont beaucoup reflètent aussi un certain nombre de préjugés économiques et sociaux propres à ces artistes et à leurs références. Un premier type d'écueil, je l'évoquais rapidement, c'est qui est lié aussi à mon sous-titre ironique de modeste proposition, c'est la posture de savoir extrêmement affirmative de ces textes et qui va de pair souvent avec un dirigisme économique assez marqué, dans lequel, sans surprise, en général, les décideurs, ceux qui sont au sommet de ce système économique assez hiérarchique, les décideurs sont les artistes. Donc l'art et l'artiste se voient conférer un statut spécial au centre de la décision de ce modèle économique réinventé. Avec des déclinaisons qui font parfois un petit peu froid dans le dos et qui, là aussi, nous renvoient un peu au bébé cuit en rôti de Jonathan Swift, c'est-à-dire que quand on conçoit des solutions un peu radicales, elles sont parfois assez déroutantes. Et un contrepoint en fait de cet aspect-là des textes de l'anthologie est apporté par ce texte Kamizer dont vous avez déjà parlé, qui en fait justement ironise sur cette posture d'un artiste qui en prétendant être le sauveur en fait qui va solutionner les problèmes économiques du monde se retrouve en réalité à participer à tous les phénomènes d'oppression. Il dit je présume être un artiste révolutionnaire avec une vision du monde et la mission de la mettre en œuvre. Je souhaite éradiquer l'exploitation de l'homme par l'homme, atteindre une distribution équitable des biens et des tâches, bâtir une société juste, libre et sans classe. Et au nom de ces idéaux, l'artiste se sent autorisé à user de moyens terriblement dévoyés pour arriver à ses fins, comme sous-payer ses fournisseurs, exploiter ses assistants, nuire aux autres artistes qui pourraient lui faire concurrence, etc. Un deuxième écueil qui est propre à beaucoup de ces textes, c'est le rapport au genre. En fait, d'une part, vous le voyez peut-être à l'écran, la grande majorité des auteurs qui sont dans cette anthologie sont des auteurs, effectivement, des hommes. Et ça, c'est quelque chose qui se reflète aussi dans l'histoire de la pensée économique, je dirais plus patentée, plus classique. Ce caractère genré, en fait, de la discipline économique elle-même est un point sur lequel j'ai pas mal réfléchi et d'autres auteurs avec moi. Certains auteurs font preuve d'une misogynie totalement assumée dans leur théorie économique. C'est le cas par exemple d'Asger Jorn, qui vous pourrez le découvrir si vous lisez son texte. En fait, la question de la valeur chez lui a une dimension genrée. La déchéance de la société industrielle est analysée comme une domination de la femelle sur le mâle. Mais pour la plupart des autres, c'est pas forcément une misogynie affirmée, mais c'est plutôt simplement un point aveugle de la réflexion économique. Donc par exemple, Beuys, au détour d'une digression sur sa théorie économique, évoque en passant son épouse en mentionnant que en fait lui il connaît pas vraiment la manière dont fonctionnent les impôts parce que c'est elle qui s'occupe de la comptabilité et qui paye les impôts. Donc c'était vraiment des moments intéressants où on voit qui théorise et puis qui paye les factures. Et on peut en dire la même chose pour Robert Filliou, qui pourtant était très réflexif sur cette question de la phallocratie, etc., mais dont le refus du travail et la pauvreté volontaire dans laquelle il a vécu
s'accompagnait du fait que sa campagne travaillait pour pouvoir faire survivre la famine. Donc il y a un impensé qui est très très fort en fait dans cette manière dont la vie économique réelle transparaît en fait dans la théorie et dans la généralisation. Et là aussi, il y a un texte qui est là aussi un peu pour faire contrepoint à ça, qui est le texte du Quélès, qui est vraiment spécifiquement consacré à ces questions-là. Un dernier exemple qui m'intéresse du point de vue disons des écueils et des questions qui sont posées par cette anthologie, c'est aussi son caractère très... en fait, vous voyez qu'à la fois la chronologie et le déroulé des auteurs reprennent dans une certaine mesure l'histoire canonique des avant-gardes, son déploiement depuis l'Europe vers l'Amérique du Nord. Ça, avec le fait que les auteurs soient des hommes, c'est quelque chose qui m'a aussi intéressé, interrogé. Je pense que ça a trait avec aussi cette forme, en fait, la posture même d'écrire un traité d'économie. Qui plus est, quand on n'est pas économiste, c'est aussi une manière d'adopter une posture de pouvoir, une posture assez un certain culot en fait, et puis une forme qui est culturellement marquée. Et donc la question des rapports de pouvoir et des rapports de domination était aussi quelque chose qui m'intéressait dans ces manières d'écrire. Donc là aussi il y a un texte qui fait un petit peu contrepoint à tout ça. C'est celui qui termine l'anthologie, qui est un texte de Jackie Green, qui est un artiste qui fait partie d'une communauté aborigène australienne et qui travaille en fait en collaboration avec un groupe d'économistes de l'université pour faire advenir un système qu'ils appellent un système économique hybride, qui serait un système respectueux à la fois des formes économiques traditionnelles, d'une culture économique traditionnelle, donc avec notamment une manière de réglementer les droits de propriété, d'héritage, de la manière de faire du profit, etc. Et de rendre ça en fait compatible en quelque sorte avec le cadre de l'économie capitaliste australienne contemporaine. Donc l'idée c'est de pouvoir, comme vous le voyez, penser les impensés dans la manière dont les textes se répondent un petit peu les uns aux autres. On n'évite pas les écueils, mais au moins peut-être on les voit un peu plus clairement, quoi. Voilà, je m'arrête là.